Alors, je suis ravie de vous recevoir ce soir et avec un plateau d'exception, je trouve, avec Mougar Sarr, écrivain, lauréat du prix Goncourt 2021 pour la plus secrète mémoire des hommes, Francis Laloupeau, journaliste honoraire, chercheur associé à l'IRIS, enseignant en géopolitique. Anne-Cécile Robert, journaliste au monde diplomatique, professeur à l'école des hautes études internationales et politiques. Gilles Yabi, enfin, qui est depuis Dakar, directeur fondateur du think tank Wati. Alors, c'est vraiment avec beaucoup d'émotion que je vous reçois ce soir, d'autant que c'est la dernière conférence de l'année et nous clôturons aussi 3 années de programme Afrique ici à l'IRIS avec vraiment des bases qui sont posées, qui sont plutôt annonciatrices de très bonnes choses à venir par la suite. Et je tiens particulièrement en ce moment à remercier toute l'équipe de l'IRIS, la direction, Pascal Boniface, Didier Billon et Jean-Pierre Molny pour leur bienveillance qui m'a accompagnée tout au long de ces 3 années. Et je crois vraiment que dorénavant, nous allons pouvoir nous épanouir totalement. Alors, concernant la thématique qui nous réunit aujourd'hui, horizons démocratiques africains, quels enjeux? Pourquoi nous sommes-nous posé cette question? On observe à différents niveaux d'échelle, aussi bien sur le continent africain que dans l'ensemble du monde, globalement, les démocraties sont plutôt éprouvées. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est une désaffection des urnes seulement? Est-ce qu'il y a des... Qu'est-ce qui peut arriver? Des raccourcis démagogiques, populistes. Et on le voit à peu près un petit peu dans le monde entier, que ce soit aussi en France, comme on a pu le vivre au moment de la séquence, des séquences électorales. Et bien évidemment, on attend un petit peu que le débat politique se structure. Donc, ces différents niveaux d'échelle doivent nous permettre d'interroger véritablement la séquence actuelle et se préparer pour la séquence qui vient, peut-être en s'interrogeant aussi sur les différents termes que l'on utilise, puisqu'on voit bien qu'un certain nombre de paradigmes commencent à être sérieusement éculés, les références à la guerre froide, 1919, 1938, etc. On voit bien que tout le monde est un peu dans une impasse de la réflexion et que tout le monde est un peu dans une forme d'appréhension du monde qui vient, et donc d'où ces références qui rassurent, mais en même temps empêchent de penser cet avenir. Alors, on va commencer, je vais vous expliquer un petit peu comment cela va se structurer ce soir. Mougar Sarr interviendra en premier, Francis Laloupeau, Anne-Cécile Robert et Gilles Yabi. Donc, Mougar Sarr est contraint par ses horaires et nous le remercions chaleureusement, bien évidemment, de sa présence aujourd'hui. Et il interviendra en premier et on prendra une salve de questions, comme vous le connaissez ici à l'IRIS. Puis, nous poursuivrons le débat et les échanges avec la salle. Donc, Mougar Sarr, je te remercie d'être venu. Déjà, je te remercie vraiment de l'amitié que tu nous fais aujourd'hui. Et je voudrais savoir, en fait, quels sont les auteurs qui ont marqué ton cheminement d'écrivain? Quels sont les mouvements qui t'ont influencé? Et comment toi, tu vis justement ton rapport à la démocratie, aux démocraties plus globalement? Bonjour à toutes et à tous de m'accueillir aujourd'hui pour cette conférence. Je suis extrêmement heureux d'être à côté de Francis Laloupeau et de Anne-Cécile Robert et de notre ami Gilles pour cet échange. La plupart des écrivains qui m'ont marqué sur le continent africain sont des écrivains de ce qu'on a appelé la période du désenchantement. Donc, ce sont des écrivains éminemment
politique. D'abord, quand on dit politique, évidemment, écrivain politique, on n'a pas dit grand-chose. Mais pour préciser, ce sont des écrivains extrêmement critiques à l'égard des démocraties telles qu'elles se sont instituées ou fait semblant de s'instituer après les indépendances. Je dis fait semblant pour une raison toute simple, c'est que la plupart de ces régimes n'étaient pas extrêmement démocratiques, même dans les pays qui ont ensuite acquis une réputation de solide démocratie. Je pense, pour ne pas aller très loin, au Sénégal, tout simplement. Les premières années du Sénégal, ce qu'on appelle le Sénégal à l'époque indépendant, n'était pas à proprement parler ce qu'on pouvait appeler une démocratie. En tout cas, si on le définit au plan minimal, ne serait-ce que par une sorte d'ouverture au multipartisme, tout simplement. Et ces écrivains-là, pour en citer quelques-uns sur lesquels j'ai travaillé, Thiambo Ologem, mais aussi quelqu'un comme Malick Fall, du Sénégal, moins connu, Kourouma, qui est devenu peut-être l'écrivain le plus emblématique de cette période-là, de l'immédiate après indépendance, sont tous trois, on va dire tous deux, parce que Malick Fall n'a pas eu une vie très, très longue après son premier roman, La Plaie. Mais ce qui est intéressant, c'était que c'était un écrivain lui-même engagé en politique, puisqu'il a été diplomate très longtemps et qu'il avait été presque adoubé par Senghor comme poète avant d'être adoubé par Senghor comme figure politique. Les deux autres écrivains sont beaucoup plus intéressants, à mon avis, sur le plan politique et du rapport à la démocratie. Kourouma a été l'un des critiques les plus féroces des démocraties post-indépendance. Cependant, sa trajectoire personnelle montre qu'il a aussi été très proche du régime, d'abord de Félix Houphouët-Boigny, au point de... Ensuite, bon, il a été exilé, mais ses rapports avec le pouvoir étaient extrêmement complexes, extrêmement ambigus. Et une ambiguïté qui ne transparaissait pas toujours dans son œuvre littéraire, qui, elle, était vraiment sans concession sur ses pouvoirs dont finalement la lecture dans son œuvre revient à dire ceci: les démocraties ou les régimes qui se sont installés après les indépendances n'ont été pour la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest, en tout cas, que des continuités sous des formes plus cachées, peut-être, de régimes coloniaux, pour la simple raison que la plupart des hommes qui sont venus au pouvoir à ce moment-là ont été eux-mêmes, pour beaucoup d'entre eux, élevés, éduqués, presque formés politiquement à l'école coloniale, et qu'ils ont quasiment reproduit cela. Le cas de Ologem est intéressant, on connaît son destin, on connaît... mais je rappelle que la publication de son premier roman, donc Le devoir de violence, par lequel est arrivé le scandale par la suite, a lieu quasiment un mois après le premier coup d'État au Mali. Ce qui fait que dans une interview assez célèbre, la première qu'il fait à la télé, chez Jacques Chancel à l'époque qui l'interroge, je ne sais pas si le nom de Jacques Chancel dit encore quelque chose à qui que ce soit aujourd'hui. Voilà, les protestations viennent du... Mais Jacques Chancel l'interroge et avant que ne commence l'émission proprement dite, ils sont dans un propos un peu en off, mais tout ça est filmé. On peut trouver les images à l'INA. Il dit son inquiétude et remarque cette coïncidence entre son livre, cette coïncidence politique entre l'apparition, entre la publication de son livre et cet événement politique extrêmement fort dans son pays. Et la lecture qu'il en fait est aussi là une lecture extrêmement pessimiste, mais qu'il étend à l'échelle de l'histoire. Je commence à m'étendre, mais pour aller très rapidement, pour le dire très vite,
Les écrivains qui m'ont le plus intéressé sur le continent. Oui, parce que, alors, bon, pour contextualiser, hein, par rapport, par rapport à ton travail, tu prends des engagements, et que ceux qui peut-être te découvrent aujourd'hui, tu apprends des engagements qui sont assez forts et qui peuvent heurter parfois en Afrique de l'Ouest, puisque c'est un petit peu l'espace qui est circonscrit aujourd'hui, et notamment au Sénégal. Je pense aux questions relatives à l'homosexualité, Oui. la question de la structuration de l'espace politique, on observe qui devient de plus en plus violente aussi au Sénégal, et ça devient de plus en plus compliqué de débattre. Le parallèle, j'établis un parallèle très simple entre la littérature, entre le roman, l'art du roman, et la démocratie. Tout simple. Je crois qu'il y a une école de la démocratie possible dans l'étude du roman, tout simplement. Je crois que le roman est un espace d'abord qui réclame énormément de démocratie. Évidemment, on va tourner autour de ce mot aujourd'hui beaucoup, peut-être tenter de le définir, ce qui serait, je pense, le début de l'enfer. Mais je suis certain, en tout cas, que dans le travail du roman, dans la forme romanesque, c'est-à-dire dans cette manière de permettre une pluralité de voix qui puisse s'exprimer à égale dignité, il y a une école pour la démocratie. C'est ce qui fait que je n'ai jamais considéré en écrivant être hors d'une réflexion sur la politique, être hors d'une réflexion plus particulièrement sur la démocratie. Et là, je parle vraiment d'un travail purement technique dans la mesure où, pour moi, la polyphonie n'est pas simplement une question de théorie esthétique, c'est une question purement politique. La question des personnages, cette distinction assez classique entre personnages principaux et personnages secondaires est pour moi aussi assez caduque, parce que je crois qu'il y a une conséquence directement politique dans le fait de réclamer ou de tenter toujours de mettre en place une égalité, au moins comme projet, comme horizon. Et il me semble là que c'est l'apport majeur de la plupart des écrivains sur la question de la démocratie. Il y a les critiques directes qu'ils portent, et certains écrivains sur le continent africain en sont morts. Je pense notamment à quelqu'un comme Ken Saro-Wiwa au Nigeria. Beaucoup sont allés en prison, mais tous, je crois, au-delà ou en deçà même de la critique radicale politique directement portée, soit à l'écrit, soit par un engagement très fort, ont d'abord été formellement, par leur travail de romancier, des exemples, mais des indicateurs de ce que pouvait être une forme démocratique. Il me semble que le roman, c'est peut-être en cela que c'est le genre littéraire qui me semble être le plus en prise avec l'époque. La raison pour laquelle c'est le genre le plus lu aujourd'hui qui écrase peut-être tous les autres, c'est précisément parce que, je crois, on a l'impression que c'est un modèle possible d'une démocratie. Écoute, merci. En plus de ça, dans les temps, c'est tout à fait parfait. Je n'ai même pas besoin d'intervenir pour clôturer cette première intervention. Alors, comme on souhaite vraiment privilégier hein, le débat, est-ce que des gens ont d'ores et déjà des questions à poser à l'attention de Bougarsar? Hein? Ouais, ben oui. Il y a un micro ou pas? Alors, on va continuer dans l'attente du micro. Ah oui, on va continuer dans l'attente du micro parce que bien évidemment, il y a des gens qui sont derrière leur ordinateur et que nous saluons également et nous pensons bien évidemment à eux. Alors,
Vous parlez fort. Oui, c'est pour les gens qui sont derrière. Alors oui, alors de toute façon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, dans l'attente de ce micro, toi, en tant qu'écrivain, en tant que Sénégalais, comment tu lis un petit peu les événements qui se sont passés dernièrement? Comment tu appréhendes ces rapports de force qui sont en train de structurer la scène politique et globalement, euh, comment tu vois la séquence présidentielle à venir, donc en 2024, et justement, bah, comment ça peut structurer, mais aussi se structurer par rapport à la France, puisqu'on voit bien que ça devient un sujet qui s'impose un peu partout et qui n'est pas forcément le plus construit, même si on comprend un peu l'historicité de ce sentiment, de ce ressentiment, son histoire, son implication politique. Mais globalement, si ça devient un enjeu de la présidentielle 2024, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on sera vraiment dans un débat pour un enjeu pour la société sénégalaise ou est-ce qu'on sera dans un débat de posture? Je crois qu'il y a malheureusement énormément de postures, de débats de posture au Sénégal aujourd'hui, où il s'agit moins, je crois, de penser, vraiment penser politiquement une situation, que de dessiner un plan politique à l'intérieur duquel chacun tiendrait finalement une sorte de rôle, de place immuable. Et de ce point de vue, les places sont quasiment déjà euh, presque désignées, distribuées. On sait qui sera où, qui va dire quoi, qui sur la question du rapport à la France, par exemple, va dire quoi, qui sur la question du rapport aux autres pays africains va dire quoi, sur la question de la politique intérieure va dire quoi. Tout cela est déjà connu. Et c'est ce que je trouve euh, extrêmement triste finalement. C'est qu'à l'avance, on peut presque prédire comme la partie d'échec qui va arriver. Et c'est assez triste. Du reste, je crois que, en tout cas, aujourd'hui, il me semble difficile d'envisager une présidentielle sereine. Déjà, on sort des législatives là et ça a été extrêmement compliqué avec énormément de revendications et de Les manifestations. législatives sont le 31 juillet. Le 31 juillet, pardon. Mais il y a beaucoup de séquences qui... Là, je pensais à la France. Il y a énormément de questions qui ne sont pas encore résolues. Donc, on ne peut même pas penser à ces législativement sereinement. Et puis, les présidentielles, n'en parlons même pas, puisque l'actuel président, donc Macky Sall, n'a pas encore éclairci la question de sa tentative d'avoir le troisième mandat ou voilà, présumé. Ouais. Présumé. Donc, cette question-là, alors, certains disent que ce n'est pas une question, donc il ne faut pas en parler, mais on ne peut pas faire semblant d'ignorer que cela existe et que c'est là et que cela pèse, c'est une ombre qui pèse sur les élections. Et alors, bon, du coup, je vais un tout petit peu poursuivre, mais globalement, on comprend comment, justement, par rapport à la respiration démocratique, par rapport au cycle démocratique, comment le Sénégal a longtemps incarné, en tout cas, la vitrine démocratique de l'Afrique, de l'Afrique de l'Ouest, qui a énormément rayonné. Comment on en est arrivé là? Ça, à quel prix surtout, comment on en est arrivé là, cela dépend. L'histoire politique du Sénégal, elle est très longue, mais si on part des indépendances, finalement, il y a eu 3 alternances. Ce n'est pas énorme. Le drame est que cela suffise à faire d'un pays un exemple, ou une sorte de vitrine. 3. Ça me semble déjà tragique. La deuxième chose, c'est que récemment, je suis allé au Sénégal et j'ai beaucoup parlé, parce que j'aime beaucoup faire cela,
avec les chauffeurs de taxi, que je pense être le baromètre politique, un baromètre politique intéressant dans le discours, en tout cas. Euh, une chose est ressortie, beaucoup. C'est que la question de la... Tout dépend comment est-ce qu'on pose cette question de la démocratie au Sénégal? Une de ces personnes m'a dit, en réalité, si une population est satisfaite d'un homme, si une population est satisfaite de ce que cet homme est en train de faire, c'était un moment où il y avait beaucoup d'inaugurations, ce qui est aussi un baromètre souvent déterminant, des inaugurations de grandes infrastructures. Si la population est satisfaite, pourquoi devrait-on, au nom d'un simple principe démocratique, le changer? Ça, c'est une question à laquelle je n'ai pas su répondre. Si, j'ai essayé d'apporter des arguments, mais c'est un sentiment qui est en même temps beaucoup partagé et qui justifie peut-être le fait que aujourd'hui, il n'y ait pas encore de parole très claire sur la question de ce qui va, venir sur cette question du troisième mandat qui est encore suspendu. Donc, voilà, je ne sais pas comment on en est arrivé là. Une chose demeure certaine, c'est que les principes démocratiques sont toujours très, très beaux et resplendissants. Il reste que lorsque quelqu'un va voter, il ne vote jamais en tant que pur citoyen. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Peut-être encore plus sur le continent africain, où les inégalités se creusent et sont de plus en plus, éclatantes. C'est que lorsque quelqu'un va voter, le principe du citoyen qui est égal à un autre citoyen disparaît. Et on est vraiment dans la formation sociale des individus, c'est-à-dire ce qu'ils sont vraiment, leur niveau de vie, ils votent aussi avec ça. En tout cas, ils pensent à la question démocratique. Alors, on vote par principe ou on vote par intérêt? Ben, précisément, je pense qu'on vote toujours par intérêt. Merci. Merci beaucoup. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre quelques questions. Et alors, monsieur, vous avez le micro. Allez-y. Oui. Bonsoir. Voilà, moi, je veux poser une question par rapport à ce que vous étudiez, le roman. Est-ce que le roman est une forme littéraire, disons, aussi répandue, un petit peu comme en Europe? Est-ce qu'on voit le roman en Afrique comme on le voit en France, par exemple? On va prendre, on va prendre deux autres questions. Est-ce que quelqu'un a une question à poser? Eh bien, Anne-Cécile, vas-y. Je pense qu'il y en a une. Oui, priorité à la salle. Alors, Manteau, oui. Oui. J'avais une question par rapport à votre vision des personnages dans le roman. Vous avez évoqué justement l'égalité que vous trouviez dans la création de vos personnages, mais quand on observe un peu la création littéraire, il y a toujours une intrigue, un personnage principal et donc une inégalité, même pour le lecteur. Il a le regard du personnage, il a le regard du personnage principal, du protagoniste. Et quelquefois, peut-être, on peut changer cela, mais en général, on suit un personnage, on suit peut-être parfois une famille, mais il y a toujours un regard, un cadre précis. Et donc, cette égalité que vous avez évoquée, elle reste donc un peu rêvée, non? Okay. Oui, donc Anne-Cécile, est-ce que tu poses ta question? Vas-y. Simplement pour revenir sur l'héritage de la colonisation, parce que vous avez fait un trait de continuité entre la faiblesse des régimes démocratiques après les indépendances. Justement, c'est vrai qu'en général, l'héritage de la colonisation n'est pas un héritage démocratique, puisque c'était souvent des administrations militaires, ce qu'Ampateba décrit bien dans Oui, mon commandant et tout ça. Mais dans le cas du Sénégal, il y avait quand même une particularité avec les 4 communes et une expérience démocratique qui n'existait pas, à ma connaissance, ailleurs dans les pays colonisés par la France. Et ça n'a rien laissé comme héritage démocratique, ou au contraire, est-ce que ça a perverti l'idée de démocratie?
Merci beaucoup. La question du roman en Afrique. Il faut savoir que c'est un genre, en tout cas, si on considère le roman dans sa définition la plus stricte ou la plus réduite, on va dire, qui est arrivé assez tardivement sur le... Alors, je ne vais pas faire de grandes généralités, je vais parler du Sénégal. Le premier roman au sens écrit, un texte écrit d'imagination en prose, etc., on peut le dater au milieu des années 20, on va dire. En langue française, je veux dire, en français. C'est important que je précise cela. Avant cela, il y a des formes qui peuvent ressembler à du roman, qui sont les contes, évidemment, qui viennent plutôt de la tradition orale. Et ce qui est intéressant là, entre cette tradition orale et la tradition écrite du roman, c'est que un conte n'a pas d'auteur. Et en un sens, c'est une forme extrêmement démocratique. C'est une forme, c'est un récit qui se transmet de génération en génération, qui traverse le temps, mais qui n'a pas d'auteur, au sens où la figure de l'auteur, celui qui incarne vraiment son texte, a pu apparaître dans d'autres espaces à un moment donné de l'histoire. Pendant très longtemps, sur le continent africain, il n'y en a pas eu, en tout cas pour les contes, tout simplement parce qu'il est impossible de dater un conte et que celui qui le raconte est à la fois l'auteur, mais pour le temps très précis où il le raconte. Ce qui est extrêmement intéressant, je pense, et peut-être il serait possible d'en tirer des conséquences, oui, politiques intéressantes sur la parole, sur l'usage de la parole, sur le rapport entre la parole et le collectif. Comment un collectif s'empare d'une parole. Autrement, aujourd'hui, oui, c'est un genre tout à fait installé, mais tout dépend encore une fois. La question de la langue est toujours à prendre en compte, en l'occurrence. Donc, oui, le roman existe, mais pour ce qui est du roman écrit en français, par exemple, il ne touche malheureusement qu'une minorité, et cette minorité est souvent une élite au moins culturelle. Oui, la question de la création des personnages. Je suis allé très rapidement parce que ça nécessiterait tout un développement, beaucoup de temps que nous n'avons pas aujourd'hui, mais le fait d'introduire une polyphonie, ce que le grand critique Bakhtin, qui a été l'un des grands théoriciens de la polyphonie, la question de la polyphonie narrative, dit, c'est qu'en réalité, cela permet un éclatement de la parole. Là, je parle vraiment de la polyphonie, au sens où plusieurs voix s'expriment dans un roman pour donner ce qu'on appelle aujourd'hui un roman choral. Voilà, on le qualifie toujours comme ça. Et je pense que c'est un genre extrêmement intéressant c'est une forme de récit extrêmement intéressante qui permet tout simplement d'éviter l'imposition d'un point de vue entier sur une situation donnée. C'est tout simplement ce que je voulais dire. Évidemment, on ne peut pas, même en établissant une polyphonie, éviter qu'il y ait peut-être des voix qui s'imposent plus que d'autres. Mais ce qui me semble intéressant, c'est que la pluralité existe et qu'au moment où elle s'exprime, chaque voix romanesque existe ou s'exprime pour elle-même, pour dire quelque chose de fort sur la situation et pas simplement pour servir de faire valoir ou de prétexte. Au fond, c'est ce que je veux dire, c'est que chaque voix qui s'exprime dans un roman ne peut et ne doit être un prétexte. Sinon, il y a déséquilibre, sinon, il y a écrasement, et sinon, la leçon de perspectivisme que doit être tout roman, à mon avis, sur ce que le roman cherche, une forme de vérité, est faussée dès le départ. Les 4 communes. Moi, j'ai toujours eu l'impression, mais c'est tout à fait contestable, que les 4 communes ont laissé
un héritage antidémocratique, vraiment très, très clair, puisque leur fondement même était tout à fait alors, justifié politiquement, mais le fait que ce soit justifié politiquement, construit politiquement, je veux dire. Quand je dis justifié, c'est construit aussi politiquement, ne signifie pas que ça a été une grande leçon d'égalité. Et je crois que ça a créé beaucoup de frustration jusque très tard. Je m'en arrête là. Je suis désolée. Alors, vous pouvez vous laisser aller aux applaudissements, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mougar. Donc, on va poursuivre, bien évidemment, parce qu'on va essayer aussi, naturellement, de tenir les délais et finir à 20h, puisque nous sommes des personnes extrêmement rigoureuses. N'est-ce pas, Francis? Alors, moi, je voudrais qu'on revienne avec toi un petit peu globalement sur cette crise démocratique qu'on voit aussi bien dans les, je ne vais pas dire les démocraties occidentales, parce qu'il faudrait bien évidemment des heures pour définir qu'est-ce que l'Occident. Alors, on va dire jeune, vieille démocratie, c'est peut-être un petit peu artificiel, mais au moins un tout petit peu moins connoté. Voilà. Qu'est-ce que ça signifie cette crise démocratique? Parce qu'en fait, ça fait des années qu'on entend parler de ça. Et là, on voit bien qu'on arrive à un moment de basculement. Où va-t-on? Comment ça se passe en Afrique? À quel mot M-A-U-X, M-O-T-S, excusez-moi, cela renvoie? Et quelles sont les limites, selon toi, de cette expression un peu fourre-tout de la crise démocratique? Comment est-ce qu'on peut véritablement comprendre ce qui se passe? Alors, bien évidemment, on ne va pas parler de toutes les crises démocratiques en Occident, des crises démocratiques en Afrique, faire un bilan qui concernerait les 54 États. On va bien évidemment essayer de se raccrocher à quelques exemples extrêmement précis pour pouvoir donner un petit peu des clés de lecture, mais essayer aussi de véritablement aller un petit peu contre tous ces discours obstacles qui nous empêchent finalement de comprendre exactement ce qui se passe. Alors, eh bien, tu as 7 minutes. Toutes choses dont je parle dans mon livre, quand même. Ah oui, alors, pardon, excusez-moi. C'est vrai que, bien évidemment, alors je rappelle, parce que charité bien ordonnée commence par soi-même, que cette conférence est issue de la RIS, donc de la Revue internationale stratégique que nous avons, sur laquelle nous avons travaillé tous ensemble et qui est sortie donc il y a quelques semaines et qui restera à la vente au moins tout l'été et dans les mois à venir. Et bien évidemment, la question que je pose à Francis est très inspirée de son ouvrage récemment paru, à savoir Le blues démocratique, tout un programme. Alors, tu vas nous instruire un petit peu aussi sur ce blues démocratique. Vaste question, évidemment. Moi, je suis content d'entendre Mougar faire ce lien entre démocratie et la construction d'un roman. C'est très intéressant. Je pense qu'il faudrait un colloque entier, d'ailleurs, tout un week-end, un séminaire peut-être pour décrypter cela. En même temps, ça confirme, s'il le fallait encore, que la démocratie reste aujourd'hui encore une idée révolutionnaire. En tout cas, c'est ce que je défends. Une idée révolutionnaire que l'on se trouve dans les vieilles démocraties ou dans les démocraties émergentes, celles qui émergent dans les pays du Sud. Et cet enjeu est d'autant plus crucial aujourd'hui que ce à quoi nous assistons sur la scène internationale, cette guerre en Ukraine qui en fait est emblématique d'une confrontation qui a démarré depuis quelques années déjà et dont le point culminant en fait se manifeste aujourd'hui par cette guerre qui est une guerre emblématique de l'affrontement entre deux systèmes de pensée, en deux visions du monde en tout cas, ou alors des approches des avenirs du monde. Et cette réalité est un peu abordée, je veux dire, avec une certaine pudeur par les commentateurs en général. On préfère évidemment enfermer cette guerre dans son périmètre régional, alors qu'en fait, tous les signes annonciateurs de cette guerre étaient présents, puisque nous, en travaillant sur mon livre, parce que mon livre, en fait, c'est un travail qui a été fait sur les 10 dernières années, j'avais indiqué dans mon livre, bien avant
évidemment la survenue de cette guerre, que les guerres du futur se préparaient déjà aujourd'hui, en évoquant cette rencontre entre Joe Biden et Vladimir Poutine l'année dernière, après le sommet de l'Union africaine, de l'Union européenne, pardon. C'est la première sortie de Joe Biden depuis son élection. Et cette confrontation, ce face-à-face entre Joe Biden et Vladimir Poutine était tout à fait intéressant parce qu'il y avait dans ce face-à-face, dans les échanges, dans les mots qui étaient employés, dans les postures, dans le dialogue de sourds, en fait, qui avait caractérisé ce face-à-face, il y avait déjà l'annonce de toutes les tensions. Cela dit, on ne pensait pas, il y a un an, on ne pensait pas que cela aboutirait à une guerre, parce qu'évidemment, la guerre, c'est évidemment le stade ultime de cette tension-là. Donc, en fait, en écrivant cela, je n'imaginais pas que le livre sortirait au moment, en pleine guerre en Ukraine, et que ce que je considérais comme de la prospective, en fait, allait se manifester déjà dans la réalité. Et en fait, tout le livre, en fait, fonctionne sur ce principe-là, parce qu'en fait, l'idée de ce livre est partie de mes cours à l'IPJ Paris-Dauphine, et un des chapitres de mes cours des grands enjeux contemporains, c'était justement la crise de l'ordre démocratique mondial. Et il y a quelques années, on avait démarré ce cours, je pense qu'il y a 7 ans à peu près, et en fait, c'était intéressant, excitant intellectuellement, parce que c'était de la prospective, c'était une démarche spéculative. On disait, voilà, il y a des signes annonciateurs de la crise, d'une crise de la démocratie, une crise de l'ordre démocratique mondial, en référence à ce nouvel ordre mondial qui avait été annoncé par les vainqueurs de la guerre froide après la chute du mur de Berlin et après justement la fin de la guerre froide. Les Américains, notamment George Bush, qui parlait de nouvel ordre mondial, un nouvel ordre mondial frappé du sceau de la démocratie comme facteur de convergence internationale, universelle. La démocratie devenait la norme, une norme internationale, une norme universelle. C'était sans compter qu'il est extrêmement difficile d'imaginer que le monde pouvait avancer sur une seule jambe, un monde unijambiste. Il y aurait un pouvoir et jamais de contre-pouvoir, un ordre qui soit un ordre immuable. Quelqu'un l'a dit beaucoup mieux que moi, Francis Fukuyama, en parlant de la fin de l'histoire. L'histoire n'était pas terminée. Et on l'a vu très vite que émergeaient des forces contraires avec, je dirais, des leaderships émergents. Et le leadership, un des leaderships émergents, c'était la Russie. Ça allait être la Russie de Vladimir Poutine, qui quelques années après, en 2019, en 2018 précisément, lors d'une interview au Financial Times, disait « Les démocraties progressistes ont vécu, leurs valeurs ont vécu. Désormais, nous allons combattre ce système parce que ce système est contraire à nos valeurs à nous. » En 2018 ou 2019 précisément, la Chine restaurait dans sa constitution la présidence à vie et théorisait également une lutte plus discrète, plus feutrée, plus inscrite dans la longue durée contre les démocraties progressistes. Donc nous avons une convention assisté à la fracture de ce nouvel ordre mondial professé par les vainqueurs de la guerre froide. Et en même temps, nous allions assister en fait à une confrontation non dite entre deux ordres et l'émergence progressive, puisqu'il faut faire court, de ce que nous avons appelé, ce que j'appelle dans mon livre, un front du refus démocratique, composé à la fois de ces autocraties montantes, Chine, Russie, Turquie, les régimes illibéraux de Hongrie au sein même de l'Europe, et les autocraties résistantes en Afrique, notamment, en tout cas dans le Sud, au processus de démocratisation. Et là, un instant, donc, je parle quelques instants donc, sur le cas de démocratie émergente. Ces démocraties, ces processus ont démarré au lendemain de la chute du mur de Berlin, à la fin de la guerre froide. Processus de démocratisation dans les pays africains notamment. C'est-à-dire et rupture avec les partis uniques, avec le monolithisme politique. Alors là, si je peux me permettre de t'interrompre dans ta réflexion, il me semble que tu as souligné tu as utilisé un mot qui me semble important, c'est la notion de processus. Est-ce que tu peux un petit peu développer dans cette direction? En réalité, le processus est valable aussi bien pour les démocraties émergentes que pour toutes les démocraties, parce que
la démocratie est un système qui n'est jamais achevé. C'est un processus jamais achevé. Je dirais c'est une construction patiente, lente, longue, jamais terminée. Parce que c'est une œuvre collective humaine. C'est l'œuvre d'hommes, de femmes, de chair et de sang. C'est une aspiration, c'est un projet, c'est une utopie, la démocratie. De temps en temps, le train arrive à l'heure. De temps en temps, on a des moments, je dirais, de satisfaction. Et puis, on a des moments de remise en cause, de remise en question. Je veux dire, si on prend le cas de la France, je veux dire, la démocratie telle qu'elle est vécue aujourd'hui en France ici n'était pas vécue de la même façon quand je suis arrivé en France, par exemple. Elle était, disons, un peu plus imparfaite, si je puis dire. Il y a eu des réclamations, il y a eu des avancées. Il me semble aujourd'hui évident qu'il y ait une libération des ondes, une libération de la communication. Il fut un temps où il y avait des radios pirates, où les radios pirates se cachaient d'immeuble en immeuble pour chasser par la police, etc. C'était hier. C'était hier. Giscard d'Estaing, du haut de sa mansuétude, qui avait concédé une radio supplémentaire au sein même de Radio France en disant voilà, c'est la libération des ondes. Mitterrand est arrivé quand même après Radio Riposte, quand même, après avoir été lui-même un acteur des radios pirates. C'était hier. Voilà, donc c'est une histoire sans fin. Donc, que ce soit dans les vieilles démocraties ou dans les démocraties émergentes, c'est un parcours, c'est un projet collectif. C'est en cela que c'est un projet exaltant. C'est un projet exigeant également. Et c'est pour ça que, avec aujourd'hui les pannes démocratiques que nous observons en Afrique, nous disons, ce n'est pas parce que c'est difficile qu'il faut abandonner. Ce n'est pas parce que c'est difficile qu'il faut tuer le chien en l'accusant de la rage, en disant tout ce qui arrive effectivement dans ces pays, c'est la faute à la démocratie. Non, c'est la faute aux acteurs de la démocratie, à tous les acteurs de la démocratie qui ne s'attellent pas suffisamment, fortement à la construction de ce processus, à la construction de cet idéal démocratique. Alors donc, je voulais dire que dans les pays du Sud, dans les pays de démocratie émergente, il y a eu depuis 30 ans un rapport de force constant, permanent, entre les militants pro-démocratie et les tenants, les officiers de l'autocratie, de l'ordre autocratique. Et aujourd'hui, nous assistons à un basculement. Et c'est en cela qu'en fait, la démarche de mon livre, c'est un peu imposée. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une concomitance à la fois des crises de démocratie, vieille démocratie, avec un certain nombre de paramètres, peut-être qu'on va y revenir, hein, défiance à l'égard des acteurs politiques, défiance à l'égard des élus, montée des populismes, montée des mouvements adémocratiques ou antidémocratiques, qui pourtant vont à la conquête du pouvoir politique, du pouvoir d'État, pas des voies démocratiques, enfin autant de facteurs, et puis surtout une forme de morosité démocratique, de fatigue démocratique, qui donne les résultats que nous connaissons aujourd'hui, que ce soit en France ou ailleurs. Bref, on a le blues, quoi. Et puis, en Afrique, c'est ce rapport de force entre les tenants de l'ordre ancien et ceux de l'idéal, enfin, les aspirants à la démocratie, les militants de l'idéal démocratique. Ce rapport de force, c'est un rapport de force qui a été permanent depuis 30 ans. Depuis 2020, ce rapport de force semble basculer en faveur des tenants de l'ordre autocratique, de l'ordre ancien. Et c'est en ça que c'est intéressant. C'est pour ça que nous parlons de crise démocratique, de fracture démocratique. Et nous parlons de recul démocratique également dans les pays africains, avec le corollaire autour des coups d'État, fraude électorale massive, coups d'État constitutionnels, crise du troisième mandat, etc. Donc voilà, et ça provoque aussi, ça diffuse dans la société aussi une forme de désenchantement, une forme de défiance également, de morosité démocratique également. Donc, en cela, pour terminer, il faut bien avancer, oui. Et en cela, les vieilles démocraties et les démocraties émergentes ont un destin lié, et c'est cela, en fait, la démarche que nous poursuivons pour dire, voilà, c'est un combat mondial, c'est un combat universel, c'est un idéal collectif, et il semble que voilà, c'est une utopie qui est partagée. Et la question de savoir aujourd'hui, que ce soit dans les pays du Sud ou dans les pays du Nord, quel est l'avenir que l'on veut fabriquer, quel est le récit collectif que l'on veut fabriquer, quels sont les projets de société que l'on veut construire. De toute façon, il n'y a pas d'alternative. Soit nous optons pour un système de pleine expression des libertés, ou nous nous associons évidemment à l'ordre autocratique, qui généralement est un ordre qui ne garantit pas l'expression de ces libertés-là. Mais il y a une sorte de fascination aujourd'hui aussi pour
l'autoritarisme, pour le système autoritaire. Et cette fascination, évidemment, est une fascination à la fois trouble et troublante. Et il faut peut-être en décrypter les tenants et aboutissants. Alors, merci Francis. Alors, on va continuer un petit peu le débat. Évidemment, Bougar, tu te sens très à l'aise de partir quand tu le souhaites. Alors, je sais qu'en plus de ça, rien que le fait de l'énoncer, ça ne te met absolument pas la pression. Toutefois, on poursuit. Alors, c'est intéressant parce que du coup, ça va faire le lien avec l'intervention d'Anne-Cécile. On voit bien qu'en réalité, les problèmes qui sont rencontrés sont des problèmes qu'on rencontre à l'échelle internationale, à l'échelle mondiale. Donc, pour ceux qui vraiment encore persistent à penser que l'Afrique est à la traîne de la mondialisation, là, il y a quand même, on a campé un petit peu le décor. Alors, tu parles quand même d'utopie démocratique. Je pense qu'on pourra peut-être y revenir, mais ça dépend de quel côté on se place, hein. Bien évidemment, cela dépend des acteurs et de ce qui est souhaité. Alors, on continuera le débat tout à l'heure. Alors, Anne-Cécile, la réflexion qui a été entamée et qu'on va poursuivre, c'est on observe aujourd'hui qu'il y a vraiment une ruée vers l'Afrique, hein, de nouveaux acteurs qui sont en train de se positionner. Et dans quelle mesure, en fait, ces acteurs peuvent-ils pervertir ou non le processus démocratique? Quels sont les ressorts aussi dont disposent les pays africains de manière endogène pour finalement faire barrage et ne pas vivre une nouvelle phase d'extraversion de leur histoire et être pleinement acteurs? Alors, bien évidemment, ils ont été acteurs dans d'autres contextes historiques, mais bien évidemment dans des situations asymétriques. Vaste question. On parle souvent, t'inquiète pas, je vais répondre à ta question, mais par un chemin, on parle souvent justement de la démocratie comme sur le registre des valeurs. Effectivement, la démocratie, c'est aussi des valeurs, c'est aussi des principes, mais en ce faisant, on perd de vue parfois que c'est aussi et peut-être avant tout un mode de légitimation de la décision publique. La démocratie, c'est un mode de légitimation de la décision publique qui est bien résumé dans l'article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui dit le fondement de la volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics. Alors pourquoi je dis ça? Non pas pour faire le malin, mais parce que ce qui se passe aujourd'hui, mais aussi dans le monde occidental, partout, c'est la marginalisation progressive et systématique des peuples dans la légitimation de la décision publique. Et en Afrique, c'est plus visible qu'ailleurs parce que le continent est entré dans la mondialisation d'une manière très particulière qui est, depuis la colonisation, une forme de domination qui se transforme, mais dont la mondialisation libérale n'est, à mon avis, qu'une prolongation. Ouais. Mais ce phénomène de marginalisation du peuple dans le processus de légitimation des pouvoirs publics, on le voit très nettement avec, par exemple, les bailleurs de fonds. En Afrique, le fait que les bailleurs de fonds, que ce soit l'Union européenne ou les institutions financières internationales, soient d'accord avec un programme, ça clôt la discussion. J'ai même vu, il y a très longtemps au Sénégal, un ministre clouer le bec de l'opposition en disant « Mais de quoi vous plaignez-vous? Les bailleurs de fonds sont d'accord. » Alors, est-ce qu'il peut y avoir une démocratie dans un cadre de domination de cet ordre? Et cette ruée, c'est-à-dire l'arrivée des Chinois, des Russes, il y a les Turcs, pourrait constituer ou aurait pu constituer une forme d'ouverture vers la liberté pour les pays africains, parce que avec ça, ils ont un peu le choix. Avant, c'était les anciennes puissances coloniales. Là, il y a plein de gens qui arrivent, donc ils ont le choix. Malheureusement, les propositions qui leur sont faites ne sont pas des propositions démocratiques. La Chine, la Russie, Francis l'a bien dit. Alors, les Occidentaux font genre, ouais, nous, c'est la démocratie contre les autoritaires, mais la mondialisation libérale que les Occidentaux, les Européens en tête ont promue n'est pas un projet démocratique, ne l'a jamais été. Et les accords de développement de l'Union européenne, les accords de Cotonou, avec leur fameuse conditionnalité,
ben, c'est des formes de contraintes et c'est à prendre ou à laisser. De temps en temps, il y a un Parlement qui se prononce, mais de toute façon, c'est un bloc, c'est un paquet, et ils n'ont pas le choix. Et tous les programmes proposés sont très, très connotés économiquement, le néolibéralisme. Alors ça pourrait, je dirais la même chose si c'était des programmes d'extrême gauche qui pourraient avoir plus mes faveurs, mais du point de vue de la démocratie, ça me poserait le même problème. C'est que les populations africaines n'ont pas le choix. N'ont pas le choix, et sinon on leur coupe les vivres, parce que c'est comme ça que ça se passe. Et le symbole de ça, c'est cette fameuse bonne gouvernance. La bonne gouvernance, c'est le système qui va succéder à la démocratie. Chez nous, en Europe, comme en Afrique, la bonne gouvernance, c'est en fait le peuple n'est qu'un des éléments parmi d'autres de légitimation de la décision publique, avec les marchés, les experts, les institutions financières internationales. Donc le peuple est au milieu de tout ça, c'est un lobby parmi les autres. Et on sent bien que ce n'est pas le lobby le plus puissant. Le FMI, le Fonds monétaire international, a plus de moyens qu'un électeur africain. Et la gouvernance dont on se gargarise, c'est la fin de la démocratie. C'est la fin de la démocratie. D'ailleurs, l'origine, si on fait la traçabilité du concept, le concept de gouvernance est né dans les années 60-70 aux États-Unis, dans le cadre de la montée du néolibéralisme, pour justifier la destruction de l'État et au profit des marchés, de la société civile. Alors c'est un autre truc aussi, la société civile. La société civile, c'est très bien quand c'est l'IRIS. Là, je fais c'est très bien quand c'est un écrivain de renom, un journaliste talentueux, mais la société civile, ça peut être au sens propre tout et n'importe quoi, puisqu'il n'y a pas de définition officielle de la société civile. On peut mettre tout ce qu'on veut là-dedans. Et si vous voulez avoir une petite preuve de ça, vous regardez ce que fait la Commission européenne. Quand elle consulte la société civile, bizarrement, au bout du compte, ça donne exactement ce qu'elle voulait. Oh ben c'est bizarre ça. Ben parce qu'en fait, elle consulte tout le monde. C'est pas de bol, quoi. Voilà. Et alors, sur le continent africain, s'ajoute à ce problème-là que la société civile est souvent très dominée par les associations occidentales, malgré tout ce que racontent beaucoup d'ONG qui disent on s'ouvre à la société civile locale, on fait des interfaces avec les associations de terrain. Malheureusement, le cadre reste quand même extrêmement occidental. Et donc voilà, est-ce qu'on peut démocratiser, c'est ça l'idée, est-ce qu'on peut démocratiser des pays qui sont dominés de l'extérieur? Et on voit bien, on a vu avec les coups d'État récemment, et ce qui s'est passé au Mali par exemple, qu'on avait des élections de carton-pâte. Les bailleurs de fonds adorent. D'ailleurs, il y a certains intellectuels africains qui parlent d'électionnisme, c'est-à-dire de faire des élections pour faire des élections, même si elles n'ont aucun sens. Ce qui fait que les pouvoirs sont très fragiles, et c'est ce qu'on a vu au Mali. Il y avait eu des élections, mais même pas 40% des gens avaient pu voter parce qu'il y a la guerre, etc. Mais il y avait un résultat, les bailleurs de fonds étaient contents. Ils ont dit à Ibrahim Boubacar Keïta, c'est très bien, vous avez été élu, donc voici l'argent, parce que l'argent coule à flot immédiatement derrière. Mais la légitimité réelle d'Ibeka, Ibrahim Boubacar Keïta, était extrêmement faible. Du coup, le premier coup d'État venu l'a renversé. Et on rentre dans des logiques où finalement, comme le disaient Francis et Mougar à l'instant, l'autoritarisme devient une option parmi d'autres, puisque la démocratie n'est qu'un théâtre d'ombre où le peuple ne joue plus qu'un rôle extrêmement marginal. Donc pour sortir de tout ça, il faut véritablement renouer avec la démocratie, au sens quelle place on accorde au peuple. Et puis pour le continent africain, mais là je me soumets à ce que dira notre ami depuis Dakar et à Francis, sans doute replonger dans les traditions démocratiques de l'Afrique. Moi j'ai lu des choses très intéressantes sur comment au Moyen-Âge, les régimes politiques, les monarchies, les empires africains étaient beaucoup plus démocratiques que les monarchies européennes, avec des systèmes, alors là, qui auraient pu être de la gouvernance, puisqu'il y avait plusieurs pouvoirs qui se contrebalançaient, etc. Il y a peut-être des choses à grappiller là-dedans. Et peut-être du point de vue, et c'est l'une des missions de l'IRIS, peut-être, et ta mission, Caroline, en faisant des liens entre ceux qui, au nord et au sud, veulent refonder la démocratie sur la base véritable, la volonté du peuple et le fondement de l'autorité des pouvoirs publics, pour qu'on s'encourage les uns les autres, que nous, les Européens, on dise à la Commission européenne d'arrêter de picouser les médicaments qui tuent au continent africain, et que les Africains puissent
en se mobilisant, obtenir les résultats qui leur conviennent à eux. Et tant pis, ça ne nous convient pas à nous. Alors là, et bien évidemment, cela invite à penser peut-être pas juste autrement, parce qu'il y a quand même un sillon qui est creusé, mais faire autrement. Donc là, dans le faire, on a encore un petit peu de chemin à faire. Alors, Gilles, je te remercie d'être là depuis Dakar. Vraiment, on est très heureux de t'accueillir ce soir parmi nous, puisque en plus de ça, c'est un moment d'autant plus important qu'avec Gilles, nous avons noué un partenariat il y a 3 ans. On a créé un observatoire des élections. On a travaillé tout au long de ces 3 années ensemble. Et donc, pour ceci, Gilles, bien évidemment, je t'en remercie et je te remercie d'être là ce soir. Alors, je voudrais savoir, toi, justement, alors on voit bien, je précise, hein, on n'est pas dans un moment sénégalais, hein, même si, bien évidemment, on a un petit parti pris, dirons-nous, qui est plus du côté de l'émotion, du cœur, qu'un parti pris intellectuel. Et c'est un pays que certains d'entre nous ont tutoyé intimement. Voilà, sans rentrer dans d'autres détails. Alors, Gilles, toi qui es à Dakar et qui, bien évidemment, à travers le think tank Wati, tu observes un petit peu justement les élections, les différentes scènes politiques qui se structurent, qui se détissent. Comment vois-tu le retour les coups d'État constitutionnels? On voit bien que la CEDEAO essaye de voter un protocole, un amendement au protocole sur la démocratie, justement pour mettre un terme au 3e mandat, ce qui ne porte pas nécessairement les faveurs de tous les pays, pour n'en citer que 2, le Sénégal par exemple, et la Côte d'Ivoire. On est obligé d'y revenir. Et comment tu vois aussi le retour des coups d'État militaires? Parce que véritablement, on se disait que cette époque, elle était terminée, que c'était une époque campée aux années 80. Et là, on voit bien qu'en Afrique de l'Ouest, eh bien, il y a finalement pas un effet domino, parce que ce sera un petit peu rapide, mais on voit bien que ces coups d'État militaires, coups d'État constitutionnels, s'imposent au détriment, sans doute, des processus démocratiques. Et dans le même temps, on voit bien que finalement, les populations, alors des différents pays, les citoyens, réagissent assez peu. Il y a une espèce de résilience, de résignation qui, alors par poussée, on voit bien les manifestations, on voit bien qu'il y a quand même un souhait de démocratie. 2012, 2014, il y a eu des mouvements de contestation, il y en a marre au Sénégal, du ballet citoyen au Burkina Faso. On en est où aujourd'hui? Merci beaucoup, Caroline. Merci à l'IRIS de m'associer à cette discussion. J'espère que vous m'entendez bien. Merci de m'associer à cette discussion virtuellement alors que vous organisez aujourd'hui une conférence en présentiel. Donc, et je suis ravi d'être également aux côtés, bien qu'étant à distance, de ces personnalités, ce plateau d'exception, comme tu l'as si bien dit au début de ces échanges. J'ai écouté tout ce qui a été dit jusque-là et je crois que cela ne fait que confirmer le fait que nous avons des invités qui ont des perspectives complémentaires sur cette question de la démocratie ou des horizons démocratiques, en tout cas en Afrique. J'ai 7 minutes, donc j'ai beaucoup de choses à dire. Je vais essayer de les résumer en 4 ou en 5 points. Un premier point en réaction peut-être à ce qui a été dit sur la démocratie comme projet, comme processus, comme idéal, et je pense que Francis Taloupo l'a dit tout à l'heure. Je voudrais peut-être juste ajouter que pour moi, la démocratie est aussi un choix de société, c'est un choix politique.
Dire que c'est un choix, ça veut dire qu'il y en a d'autres. Et ça veut dire qu'il faut assumer le fait qu'il y en a d'autres. Et cela veut dire aussi que pour les défenseurs de la démocratie ou de l'idéal démocratique, je crois qu'il ne faut pas considérer qu'il y a une sorte de donnée, d'obligation, d'exigence universelle du choix démocratique. Il faut pouvoir démontrer, quasiment prouver, que le système politique démocratique est meilleur que tous les autres par rapport à l'atteinte, disons, d'un meilleur bien-être pour la population. Ça a l'air d'être un détail, mais je pense que c'est important. Au fond, j'ai beaucoup plus de mal avec des non-démocraties qui se présentent comme des démocraties qu'avec des régimes autoritaires qui sont structurés, qui ont une forme d'organisation politique claire et qui l'assument. La Chine a un modèle politique qui ne correspond pas à la démocratie de type occidental ou à la démocratie libérale, mais elle a un système d'organisation politique et sociale qui est très clair, qui est respecté, même si là, on est dans une phase peut-être aussi de changement de ce point de vue-là. Mais cela me semble être important. Démocratie comme choix et donc exigence, je pense encore plus particulièrement dans les contextes économiques, sociaux, sécuritaires difficiles, exigence pour ceux qui veulent défendre la démocratie et la pérenniser, exigence d'expliquer en quoi est-ce que ce système peut apporter plus de sécurité, plus de bien-être économique et social. Deuxième remarque, par rapport à ta question sur les coups d'État, je parlerai peut-être dans un premier temps des coups d'État militaires. Je crois qu'il y a un risque, effectivement, à vouloir tirer des conclusions rapides du fait d'avoir eu des coups d'État dans 3 ou 4 pays de la région et de vouloir en tirer des leçons pour l'ensemble du processus démocratique sur le continent. On a des pays africains qui, comme tous les autres pays dans le monde, ont leur histoire politique et leur trajectoire politique singulière. Lorsqu'on prend le Mali ou lorsqu'on prend le Burkina Faso, on sait très bien dans quel contexte sécuritaire se sont déroulés les derniers coups d'État. Le premier au Mali, c'était 2012, et donc ceux les plus récents s'inscrivent dans une trajectoire de crise profonde et multidimensionnelle depuis de nombreuses années. Et donc, je crois que les histoires singulières de ces pays doivent être prises en compte. La Guinée, ce n'est pas comme si elle avait établi une démocratie fonctionnelle depuis des décennies. Au fond, la Guinée n'a connu que des régimes autoritaires jusqu'à l'élection d'Alpha Condé, dont on espérait qu'il entreprenne un processus de démocratisation du pays. Fondamentalement, il a au contraire créé les conditions politiques pour un retour au coup d'État. Cette remarque, je pense, sur l'histoire particulière et spécifique de chaque pays me semble importante. Troisième remarque, l'importance, je crois, de considérer par rapport au coup d'État, cette fois-ci qu'il soit militaire ou constitutionnel, c'est-à-dire les troisièmes mandats qui sont des formes de confiscation de pouvoir par la force, même si cette fois-ci c'est par des manipulations institutionnelles. Je crois que dans les deux cas, c'est intéressant de le voir en termes d'acteurs, leurs intérêts, ceux qui veulent le pouvoir ou ceux qui sont au pouvoir et veulent le conserver, les moyens qu'ils ont à leur disposition pour mener leur entreprise de confiscation de pouvoir ou de prise de pouvoir par la force. Et le troisième élément, c'est le contexte dans lequel ils agissent. Et je crois que l'élément de contexte est extrêmement important. Les militaires sont passés à l'action ou ne passent à l'action que lorsqu'ils ont des signaux qui leur donnent le sentiment que leur coup d'État va être applaudi ou en tout cas accepté par une partie significative de la population. Et je crois que dans quasiment tous les coups d'État qu'on a observés dans la région ouest africaine, on a vu des populations applaudir, évidemment pas nécessairement majoritairement, mais on a vu quand même très clairement une forme de soulagement lorsqu'on a eu ces coups d'État militaires. Ce qui ne traduisait pas une adhésion nécessairement à une remise en cause de la démocratie et des pouvoirs civils, mais traduisait un rejet très clair des gouvernants qui étaient en place, fussent-ils démocratiquement élus comme Feu Ibeka au Mali ou le président Kaboré au Burkina Faso. Et ça veut dire aussi que lorsqu'on a un président qui fait un troisième mandat ou qui cherche à faire un troisième mandat, il n'y va finalement que lorsqu'il a le signal qu'il peut y aller, qu'il n'y aura pas de résistance suffisante du point de vue déjà de ses propres partisans dans son propre parti, qu'il n'y aura pas de résistance de la part des institutions, et notamment des conseils ou des cours constitutionnels. Et cela veut dire que, au fond, pour moi, lorsqu'on observe ces tentatives de troisième mandat qui fonctionnent, il faut se poser la question au-delà de la personnalité et des choix inacceptables des présidents qui veulent rester au pouvoir. Il faut se poser la question de l'entourage, se poser la question de la faillite éthique
qui leur permet de passer à l'action et finalement de réussir le passage en force. L'autre remarque, c'est au fond, est-ce que ces coups d'État sont le symptôme d'une crise de la démocratie? Je crois qu'on l'entend beaucoup. Moi, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne interprétation. Ces coups d'État sont d'abord le symptôme de la faillite des gouvernants qui se sont succédés pendant des décennies, incapacité à produire les résultats attendus sur le plan de la sécurité, sur le plan du bien-être économique et social. Je crois qu'on n'a pas seulement une crise des démocraties, on a une crise des États dans leur capacité à répondre aux besoins. Et je crois qu'on confond chaque fois cette trajectoire démocratique, la construction de la démocratie et la construction des États. Je crois que si les Français se sentent en sécurité aujourd'hui, lorsqu'ils assistent à une conférence à la France, a un État, et a construit un État sur la longue durée et avec des gens qui travaillent et des fonctionnaires qui sont rémunérés, en tout cas suffisamment pour qu'ils fassent leur travail. Et donc, je crois qu'il faut voir aujourd'hui dans ce qui se passe, il faut regarder pas seulement la question démocratique, mais on ne peut pas la dissocier de la question de la réalité des États de la région, de leur capacité, de l'importance des inégalités, de la marginalisation de pans entiers de la population. Et ça va bien au-delà de la question du choix simplement d'un modèle démocratique libéral. Et je vais terminer, Caroline, je pense que je suis déjà plus long, mais je voulais terminer sur un point de proposition. Oui. Vas-y, comme c'est la dernière de l'année, on va un tout petit peu déroger avec les règles, sinon que nous terminerons à l'heure. Oui, non, je voulais simplement dire que dans le contexte de la région ouest africaine, et je pense d'une grande partie des pays africains, on ne peut pas, je crois, avoir une discussion sur la démocratie qui reste une discussion théorique. La question, moi, qui m'intéresse et qui m'intéresse à Wati, c'est qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on rénove les processus démocratiques? Quel type de démocratie on peut construire qui soit compatible également avec la restauration de la sécurité, avec l'amélioration du bien-être économique et social? Et je crois que c'est une question qui est importante. Rien que la question du temps, de la temporalité des élections, elle pose de véritables défis lorsqu'on doit travailler sur des systèmes éducatifs, lorsqu'on doit travailler sur des réformes qui demandent une stabilisation des options fondamentales. Et donc, je crois qu'on a un besoin de créativité démocratique très fort sur le continent africain, parce que chez nous, on doit faire en sorte que les gens mangent à leur faim, que les gens aient de la sécurité. Et au fond, ça nous donne des exigences encore plus importantes que celles simplement d'organiser évidemment des élections. Alors, merci Gilles. Du coup, tu es parfaitement dans les temps. C'est vrai qu'on observe, bien évidemment, hein, pour faire un petit peu le lien entre les différentes interventions, que la communauté internationale, là aussi, hein, je prends un certain nombre de précautions parce qu'il y aurait des définitions à avancer, mais on n'est pas là pour conceptualiser, on est là pour essayer de comprendre aussi. Voilà, on ne va pas y rigoter, on va aborder un petit peu les sujets de front. Mais cette communauté internationale, elle est un petit peu problématique parce que globalement, on voit que par rapport à ces démocraties africaines, le seul rendez-vous, le seul curseur, c'est le temps de l'élection. Et on a l'impression toujours qu'il y a une espèce de décalage par rapport à ce qui se passe véritablement dans les pays de manière endogène. Oui, vas-y. Non, tu as tout à fait raison. Ce n'est pas les élections qui font une démocratie, c'est évident. Mais je vais juste rebondir rapidement sur deux ou trois choses que Gilles a évoquées dans son intervention. C'est vrai qu'il faut relativiser quand même la question des coups d'État. Il a bien raison de le dire parce que depuis quelque temps, l'argument du coup d'État est souvent servi dans les commentaires comme étant le symptôme des difficultés politiques en Afrique. Il y a eu 3 coups d'État. Alors, si on rajoute ce qui s'est passé au Soudan, il y a encore plus loin peut-être au Zimbabwe. Coup d'État militaire. Hein, coup d'État militaire. Voilà, on va préciser. Au Tchad aussi. On peut parler également du Tchad. En tout, bon, je dirais qu'à tout prendre, sur les 4 dernières années, il y a eu 5 coups d'État sur le continent. Il y a quand même 54 pays. Et combien de démocratures? Ah non, il y a beaucoup de démocratures, mais il y a aussi beaucoup de pays, il y a quelques pays quand même où le train de la démocratie est arrivé à l'heure. On peut citer des pays comme le Ghana, où l'alternance politique fonctionne. Il y a peut-être des défauts sur le plan. Je crois qu'il y a souvent une confusion entre la gestion du pouvoir d'État
et la qualité, je dirais, l'état de la démocratie, l'état clinique de la démocratie. Et c'est en ça que je voulais également répondre à Gilles, c'est que Gilles disait, bon, que va-t-on faire, quelle solution apporter pour relancer en fait les processus de démocratisation? Je pense d'abord qu'il faut une exigence absolue qu'il faut appliquer dans le choix des hommes et des femmes qui sont censés animer la vie publique et gérer le pouvoir d'État. Parce que ce qui s'est passé au cours de ces dernières années, les reculs démocratiques aussi sont dus à l'arrivée au pouvoir dans certains pays de véritables braqueurs d'État, de voyous politiques qui prennent l'État en otage et qui privatisent l'État, c'est-à-dire qu'au profit simplement soit des clans ou d'intérêts privés. Et la démocratie permet cela aussi. Dans tous les pays du monde, d'ailleurs, la démocratie permet aussi aux voyous, aux braqueurs, je veux dire, et aux populistes et autres, je veux dire, de prendre d'assaut la citadelle et c'est-à-dire en fait de confisquer à leur profit le pouvoir d'État. Donc en fait, je crois que l'un des enjeux, et ça, on le disait déjà il y a 20 ans, au moment où on s'inquiétait beaucoup moins de recul démocratique, on disait, voilà, il y a eu dans un premier temps la conquête d'espaces démocratiques, d'institutions démocratiques. La deuxième étape sera l'exigence des populations pour la qualité des hommes et des femmes qui seront donc appelés à diriger les États. Mais pour cela aussi, il y a une question de fond. La question de fond, c'est l'éducation, c'est la pédagogie. Enfin, l'éducation, c'est l'alpha et l'oméga. En fait, c'est la réponse absolue à toutes ces questions en fait qui agitent ces sociétés-là. Et d'autre part, alors pour terminer donc sur ce que je voulais dire par rapport à l'intervention de Gilles, Gilles a raison quand il dit voilà, la démocratie n'est pas non plus comment dire, une obligation, quoi. Voilà, c'est pas un système qu'il faut forcément réclamer, imposer à tous. Hein. Et je suis tout à fait d'accord parce que, bon, tout à l'heure, je parlais de convergence démocratique mondiale, cette notion qui a été professée au lendemain de la fin de la guerre froide. Il n'est pas, je pense que dans notre propos aussi, de dire, voilà, la démocratie, c'est aussi le système qu'il faut imposer. On n'impose pas. Ce fait que simplement que, voilà, il faut aussi choisir. Il y a des choix à faire. Le choix de société, il a bien raison de le dire. Quel est le choix de société? Dans quelle société voulons-nous vivre? Ceci étant, je n'ai jamais vu des sociétés, je n'ai jamais vu des populations défiler dans les capitales africaines avec des banderoles réclamant plus de coercition, plus d'emprisonnement, moins de liberté. Et voilà. Donc, généralement, les revendications sont quand même davantage plutôt du côté de plus de liberté, plus de bien-être partagé et plus de mieux vivre ensemble, quoi. Donc voilà, ce sont quand même des valeurs qui sont plus proches, je dirais, des systèmes démocratiques et de l'état de droit que des régimes autocratiques. Anne-Cécile? Je ne suis pas sûre d'être d'accord avec ce que tu viens de dire, parce qu'il y a malheureusement des dictatures qui assurent le bien-être de leur population. Ils mettent les gens en prison, mais ils donnent à manger. C'est une provocation, mais il y a une vraie réflexion là-dessus. Il y a des régimes. Il y a des régimes autoritaires qui tiennent justement parce qu'ils ont une forme de populisme social qui fait que finalement les gens se disent ma liberté, je vais la laisser un peu de côté pour l'instant parce que j'ai à manger. Les gens ne disent pas ça, en fait. Les gens sont obligés de... Les gens, on ne demande pas l'avis des gens, généralement, dans ces régimes-là. On ne demande pas leur avis. Donc, les gens se contentent, évidemment, de... C'est vrai que quand on vit à Bahreïn et qu'on a droit à la santé gratuite, à l'éducation gratuite et à l'accès au logement, on ne manifeste pas beaucoup pour réclamer davantage de bien-être. Cela étant, tu as tout à fait raison de le dire. Ceci dit, c'est une réalité, c'est un fait ce que tu dis. On a dit ça beaucoup aussi pendant des années pour la Libye, en disant finalement, bon, c'est pas si mal que ça, puisque Kadhafi, quand même, bon, a construit son pays, etc. J'ai la faiblesse de penser quand même qu'on peut aussi avoir une prospérité économique, un bien-être collectif partagé et aussi la liberté. Oui, non, mais alors je vais laisser Anne-Cécile justement reprendre. Oui, je ne défendais pas les régimes autocratiques. Je disais que le lien n'est pas forcément évident et que justement, dans le prolongement aussi de ce que disait Gilles Yabi, si je l'ai bien compris, il faut que la démocratie prouve qu'elle est le meilleur système. Et malheureusement, dans la période récente, la démocratie, y compris et peut-être surtout en Afrique, s'est associée à des régimes qui ont détruit les États et appauvri les populations parce que la démocratie a coïncidé avec des politiques économiques et sociales qui étaient négatives au fond. Les plans d'ajustement structurel, je veux dire, même aujourd'hui, le Fonds monétaire international, qui les a promus pendant des années, reconnaît que c'est un échec total. Absolument, bien sûr. Et que ça a plongé dans la misère des millions de gens. Ça, c'est pas la faute de la démocratie. démocratie. Tout ça,
Oui, ça a Ce sont creusé des la choix tombe. politiques. Ça a creusé la tombe de la démocratie, ça. Ce sont des choix politiques. Voilà, c'est ça. Des choix économiques. Et ces choix ont été faits aussi bien en démocratie que dans le système autoritaire. Alors, moi, Mais tu as raison de souligner l'implication de... Moi, je crois que la démocratie est le meilleur système. Parce que, comme disait Churchill, de toute façon, tous les autres sont pires. Parce que je pense qu'il n'y a pas d'autre manière de légitimer le pouvoir que par le peuple. Mais une fois que tu as dit ça, tu es bien obligé de constater que ça ne marche pas très bien, que c'est une utopie, comme tu disais tout à l'heure, qu'il faut toujours, que ça pose sans arrêt des problèmes. Mais pour moi, ça constitue le but. Sinon, tout pouvoir qui ne repose pas sur la volonté du peuple est fragile. Je voulais dire juste... La dictature est toujours un échec. Je veux dire, même les dictatures de gauche, moi j'ai des amis qui défendent Cuba, moi ça m'a toujours posé problème. Ils défendent Cuba en disant, bah oui, parce que les gens vont à l'école, et c'est vrai qu'ils vont à l'école, c'est vrai qu'ils ont les meilleurs médecins du monde, mais ils ne peuvent pas choisir leurs dirigeants, et il y a des journalistes en prison, etc. Moi, j'accepterai jamais un régime même si c'est Cuba. Je vais juste te dire, c'est en réponse à ce que tu dis, et c'est en réponse aussi à ce que disait Gilles. Au fond, Anne-Cécile, la démocratie, selon moi, c'est comme les institutions. Les institutions, on dit souvent, ne valent que parce que les hommes et les femmes en font. Et la démocratie, c'est la même chose. Elle n'est jamais en meilleure santé que quand ceux qui sont censés l'animer, la servir, les élus notamment, et aussi la population, je veux dire, savent évidemment en faire le meilleur usage possible. Voilà. Et d'ailleurs, dans les vieilles démocraties, notamment en France, je veux dire, le recul, enfin, la crise de la démocratisation est venue aussi du fait qu'il y a cette défiance vis-à-vis des élus, le fait que les populations ont le sentiment de ne pas être suffisamment impliquées dans la décision dans la cité. Donc, c'est aussi, je veux dire, ce sont des dérives qui sont davantage occasionnées par les hommes et les femmes qui sont donc, je veux dire, les garants de cette démocratie, qui sont aussi, comment dire, les propriétaires de cette démocratie, davantage que le système lui-même. Je dis souvent, il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain, quoi. Voilà, la démocratie, c'est comme les institutions, elles ne valent que parce qu'on en fait. Très bien, merci. Gilles, est-ce que tu as quelque chose à rajouter dans ce débat, même si j'ai très envie de donner la parole à la salle? Vas-y. Je vais être très rapide. Non, juste en réaction aussi à des commentaires en ligne. Hein, je crois que c'est important de la regarder, notamment sur l'absence de clarification de la démocratie dont on parle. Cela me semble être important parce que je crois qu'il ne faut pas se tromper sur ce que j'ai dit. Je suis totalement en faveur aussi du choix de la démocratie. Ce que je dis, c'est que dans les modalités d'opérationnalisation de la démocratie, il y a énormément de variations possibles et je ne suis pas sûr que les variations qu'on ait choisies, les formes qu'on ait choisies jusque-là correspondent aux besoins spécifiques de construire des sociétés en paix, des sociétés qui soient en meilleur bien-être, etc. Et donc, il y a un besoin d'abord d'inspiration beaucoup plus variée que les modèles des pays, notamment colonisateurs. Et je voudrais dire, hein, la démocratie suisse est très différente de la démocratie française ou de la démocratie en Suède. Donc, et la gouvernance aussi, même si le terme a été critiqué tout à l'heure, la pratique du pouvoir, elle est très différente dans les pays d'Europe du Nord, en France ou en Italie. Donc, c'est à nous, sur le continent africain, de choisir les formes de démocratie et les pratiques politiques que nous souhaitons pour construire les sociétés que nous souhaitons. Et le deuxième remarque par rapport aux sociétés traditionnelles, il y a aussi beaucoup de commentaires. Est-ce qu'il ne faut pas s'inspirer des sociétés traditionnelles africaines? Oui, je crois que ces sociétés traditionnelles, même politiquement, étaient très diverses. Il y a des sociétés où il y avait des structures, des institutions de contre-pouvoir, d'autres où il y en avait moins ou pas du tout. Et surtout, on peut s'inspirer de ces sociétés traditionnelles, mais on peut aussi s'inspirer de ce qui se passe au Cap-Vert, de ce qui se passe au Botswana, de ce qui se passe à Singapour. On peut se regarder partout pour innover et pour construire les démocraties que nous voulons, qui correspondent à nouveau aux sociétés que nous voulons. Alors, merci Gilles. On va prendre des questions de la salle. Alors, juste, il y a une question que je vous pose à tous les trois et qu'on a reçue par Internet. Est-ce que la crise démocratique est une crise des intellectuels? Alors, je pense que des intellectuels. Alors, bien évidemment, c'est une volonté de nous remettre en question. Donc, on va jouer le jeu.
On va jouer le jeu puisque c'est la fin de l'année. Donc, le micro. Non, oui. Oui, monsieur, allez-y. J'avais une question. Alors, je vous remercie pour vos diverses interventions. Elles étaient super intéressantes. Et d'ailleurs, je voulais revenir sur ce que monsieur Laloupo a dit par rapport au processus démocratique. Je vais prendre l'exemple haïtien, qui est dans un processus perpétuel depuis à peu près, on va dire, 1804, même un peu plus tard. Et on voit que ça ne marche pas. Et il y a cette un peu rêve, qui n'est pas rêvé, hein, qui est un cauchemar, de la dictature de Duvalier père et fils. Parce qu'on disait justement à cette époque-là, on pouvait se nourrir, on pouvait se vêtir, on pouvait avoir l'électricité, alors qu'aujourd'hui, comme vous l'avez très bien dit, la démocratie permet vraiment, hein, au sens propre là, dans ce pays-là, l'arrivée de bandits, l'arrivée de malfrats qui peuvent véritablement s'imposer par les urnes. Certes, on peut revenir sur la question de comment c'est effectué. Et justement, le peuple, en tout cas les gens qui souffrent, eux n'ont pas le temps. Et c'est vrai que la démocratie demande ce temps, demande cette patience, demande cette exigence que vous avez évoquée, mais vous allez demander à des gens qui n'ont pas forcément cette réalité temporelle d'attendre. Ils vont dire, ben, écoutez, le système d'à côté, les systèmes autoritaires, certes, il réduit mes libertés, certes, il réduit ce que je peux faire ou ce que je peux penser même, mais il me permet de survivre jusqu'à demain. Et donc, moi, ce qui m'amène à vous poser la question, comment on peut réussir à dire à ces gens-là, par exemple, qui sont dans l'immédiat, qu'il faut patienter un peu plus pour un meilleur avenir en commun? Voilà, merci beaucoup. Merci pour votre question. On va en prendre deux très rapidement parce que le temps file et malheureusement, on sera obligé de rendre la salle. Merci beaucoup pour vos interventions. Alors, je rebondirai un peu sur la question qui était posée avant, enfin sur la remarque. D'abord, le fait qu'ils n'ont pas le temps, mais aussi ils n'ont pas les connaissances non plus. Il y a un énorme manque dans beaucoup de pays. Enfin là, j'ai habité quelques années au Niger, j'ai fait des observations électorales. Beaucoup de personnes, en fait, ils vont subir de la corruption électorale. Donc, on va leur arriver vers eux avec un sac de riz, enfin, généralement beaucoup moins, pour acheter leur vote. Et en fait, c'est une corruption qui va être généralisée dans le système politique. Et c'est ça qui va détruire aussi la démocratie. C'est l'État corrompu dans tous les sens, que ce soit dans l'économie générale, également jusqu'au point des élections. Et la question, c'est comment est-ce qu'on arrive à lutter contre cette corruption, alors déjà électorale, mais corruption globale, qui, selon moi, est quand même vraiment un des destructeurs de la démocratie. Très bien. Dernière question, mais non, plutôt par là, parce qu'on va justement, on est démocratique, donc on reste. Oui, bonjour. Voilà, à ma question. Oui, allez-y. Ce soir, on a parlé d'un mot qui est revenu très souvent, c'est la démocratie. Oui. Voilà. Oui. Et je pense que c'est le thème d'ailleurs. Voilà. Et aujourd'hui, en Afrique, la démocratie n'est pas comme elle est prescrite. Il y a un problème. Tout ce débat qu'on fait aujourd'hui, c'est le respect des tests. C'est le respect total des tests. Parce qu'on peut changer de forme de démocratie. On peut amender comme on veut. Mais celui qui est au pouvoir, s'il ne respecte pas les tests qui sont prescrits, ça va envoyer une crise. Totalement. Changer de forme de démocratie, pour ma part, n'est pas nécessaire. Ce qui est fondamental, c'est le respect des tests. Aujourd'hui, la plupart des chefs d'État qui sont là au pouvoir ont été dans l'opposition. D'accord. Alors, très vite, votre question. Oui, ma question, c'est les gendarmes, les organisations internationales. Qu'est-ce qu'elles font quand un chef d'État au pouvoir ne respecte pas les tests qu'il s'est lui-même donné ou que la Constitution donne? C'est ça, parce qu'il ne faut pas être gendarme seulement que pendant les processus électoraux. Et après, le monsieur, il est élu, il fait ce qu'il veut, il change la Constitution, il vient au 3e mandat, 4e mandat, 5e mandat, comme il veut, et les gendarmes ne réagissent pas. C'est ça la vraie question. Que font les gendarmes? Que font les gendarmes? D'accord, très bien, merci. Alors, on va faire un tour de table pour essayer de répondre à vos différentes questions. Je suis désolée, on ne peut plus prendre de questions. On essaiera de continuer un tout petit peu dehors, même si, bien évidemment, les invités ont eux aussi. Est-ce que la démocratie est dans la rue? Bien sûr. Alors, on y va, on fait un petit tour de table et on voit après. Anne-Cécile, parce qu'en plus de ça, je pense qu'en termes de droit, tu es la plus fondée à répondre à cette question. Oh, oui, ça.
Les gendarmes, vous savez, ils défendent leurs intérêts. Hein. Dans certains cas, ils trouvent que les textes sont respectés, genre au Tchad, et dans d'autres, ils trouvent que non. Donc voilà, faut arrêter de se reporter vers ces gendarmes. Enfin, il faut trouver un moyen de se réorganiser l'ordre mondial pour qu'il n'y ait plus cette domination. Ça n'existe pas, la communauté internationale, mademoiselle Roussy. Il y a une société internationale avec des forces, des rapports de force, des États puissants et d'autres qui le sont moins. Et ça se voit très bien au Fonds monétaire international où le pouvoir appartient aux pays les plus riches. Et c'est inscrit dans les statuts. Deuxième remarque, parce que le temps court, la démocratie n'est pas une question de compétence. La démocratie, c'est la question de comment on permet aux gens de s'exprimer, quel que soit leur niveau d'entendement et l'endroit où ils sont dans la société. Le problème d'aujourd'hui, c'est qu'on a des gens qui usurpent le pouvoir, qui sont de plus en plus minoritaires et qui représentent qu'un seul point de vue. Et ça n'a rien à voir ni avec la couleur de la peau, ni avec le sexe, ni avec l'origine géographique. C'est une forme de pensée qui accapare les cercles de pouvoir partout dans le monde et à la tête de nos États. Et comment, ça c'est la question que posait Francis tout à l'heure, comment ces gens arrivent-ils au pouvoir? C'est aussi le résultat d'un dysfonctionnement de la démocratie qui sélectionne ces gens-là et pas d'autres. Je veux dire, en France, on a vu ça aussi. On a des gens dont les idées sont ultra minoritaires et qui accaparent la quasi-totalité des pouvoirs. Donc, comment on fait pour que les démocraties se remettent à sélectionner des gens qui sont représentatifs et qui ont une vraie diversité de points de vue? Et en ce qui concerne les Européens, il faut que nous, on arrête d'empêcher, quand il y a des gens qui émergent dans les pays africains, de soutenir des coups d'État ou d'envoyer des gens avec des fusils à lunettes pour, je pense à Lumumba, dont la dépouille, ils ont appelé ça dépouille, rentre enfin au Congo. Donc il faudrait que, même si nos modes d'ingérence ont changé, qu'on laisse les Africains s'exprimer quand ils le font eux-mêmes, et je pense en particulier à l'Afrique francophone. Alors merci, on va aller très très vite hein, parce que là le temps l'heure tourne. Alors il y a beaucoup de questions sur Internet. Bref, synthétique. Je vais commencer par monsieur qui a posé la question du respect des textes. Écoutez, ce n'était pas une question, c'était une contribution. J'adhère totalement à votre propos parce qu'il faut bien le dire, le répéter, c'est que toutes les crises qu'on a connues depuis 10 ans ou 12 ans dans les démocraties émergentes sont liées justement au non-respect des textes par les acteurs politiques, enfin ceux qui étaient aux commandes de l'État. Voilà. Donc les ruptures démocratiques, des ruptures de processus sont liées à ce non-respect des textes. Et là aussi, on en appelle davantage de vertu, évidemment, de la part de ceux qui sont censés animer la démocratie. Quoi. Ce qui concerne les questions des gendarmes internationaux, je ne suis pas partisan des gendarmes internationaux du tout, parce que je ne crois pas. Je pense que les gendarmes initiaux et finaux, ce sont les citoyens des pays. Quoi. Voilà, les gendarmes nationaux, j'y crois davantage qu'aux gendarmes internationaux. Parce que généralement, les gendarmes internationaux finissent toujours par prendre en compte les rapports de force internes dans ces pays-là et s'y adaptent souvent d'ailleurs avec un cynisme consommé. Hein. Voilà. Donc la réponse définitive, en tout cas, vient généralement des énergies internes. Alors, vas-y. Je réponds aussi de manière tout à fait synthétique à monsieur et à monsieur qui parlait d'Haïti. Voilà, la question, c'était de savoir comment demander finalement aux populations les plus fragiles d'être patientes. Quoi. Voilà, comment leur imposer le temps long, alors même qu'il y a des urgences. Comment concilier justement le temps de la démocratie, le temps politique, avec le temps des urgences. Une réponse tout simple, c'est qu'il faut concilier deux défis. Il faut répondre à deux enjeux à la fois, et on peut les faire de manière concomitante. Le défi démocratique, c'est des politiques essentiellement, le défi des valeurs, le défi de l'état de droit, avec le défi du développement. C'est-à-dire que ceux qui sont chargés de gérer le pouvoir d'État doivent être en mesure aussi de répondre en temps réel et à la mesure de la demande collective aux besoins de la population, besoins de développement. Et là, on en arrive encore à l'exigence de l'éducation, qui est la base, le fondement de toute chose, sachant que il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de contradiction entre développement et démocratie, parce que le développement est une exigence. La démocratie permet de libérer justement toutes les énergies et d'impliquer, en tout cas de permettre à ce que toutes les énergies nationales, internes, puissent s'impliquer dans la construction justement de la cité. Très bien, merci. Gilles, tu auras le mot de la fin, parce que bien évidemment,
nous allons libérer tout le monde et prendre la route. D'accord, merci beaucoup. Sur les gendarmes. Ah non. Non, là, c'est pas possible. Communauté internationale ne veut rien. Totalement. Je crois qu'il faut être très clair hein, sur la défense des intérêts, qu'il s'agisse de puissance démocratique ou pas. La logique des relations internationales est celle des rapports de force et je crois qu'on le sait maintenant. Enfin, on le savait déjà, mais si on ne le savait pas, je crois que c'est aujourd'hui très, très clair. Donc, l'idéal, c'est qu'on n'ait pas de gendarmes, mais en tout cas qu'on ait des gendarmes plutôt internes. Deuxième remarque sur les textes, je crois. Oui, il y a un problème lorsque les textes ne sont pas respectés, mais on voit bien que les textes ont changé, justement de manière opportuniste, par exemple, pour rester au pouvoir. Et je crois que les textes doivent eux-mêmes créer les conditions, disons, qui les rendent difficilement falsifiables. Et c'est pour ça que je crois malgré tout qu'on a besoin de rénover les constitutions de manière à avoir des constitutions qui rendent beaucoup plus difficile leur manipulation. Ça passe par les institutions de contre-pouvoir. Dernière remarque sur la corruption, je crois qu'elle détruit tout. Elle détruit la démocratie, elle détruit la société, elle détruit l'éducation, elle détruit absolument tout. Et donc, c'est effectivement, je pense, un des problèmes majeurs. Et c'est précisément le fait qu'on ait eu des démocraties qui soient compatibles avec l'approfondissement de la corruption qui décrédibilise totalement, dans beaucoup de contextes, la démocratie. Et je finis en recommandant peut-être deux livres. Il y a un contre les élections en défense de la démocratie. On peut ne pas être d'accord avec tous les arguments, mais je pense que c'est très stimulant comme livre qui montre que justement la démocratie, ce n'est pas les élections. Et le deuxième, c'est Rosan Vallon sur le bon gouvernement, qui a une réflexion sur l'essoufflement des démocraties représentatives, où il y a aussi des pistes qui me semblaient très intéressantes en Europe comme en Afrique pour refonder la démocratie. Merci beaucoup. Alors, merci Gilles. On voit bien qu'on arrive à la fin de cette conférence débat. Finalement, on aurait aimé pouvoir rester un peu plus longtemps, tellement il y a d'énergie, il y a des questions qu'on se pose, des lectures qui nous sont proposées. Mais bien évidemment, il faut savoir terminer une année. Je vous souhaite à tous un bel été, une belle trêve estivale. Bien évidemment, on vous retrouve à la rentrée. Merci d'être là avec nous et on a passé un très agréable moment. Merci.